Une jungle épaisse recouvre depuis plus de 1000 ans les ruines mystérieuses d'une civilisation disparue. Des villes magnifiques où vivaient presque 100 000 habitants et des pyramides hautes comme des gratte-ciel. Ils vénéraient leurs cruels guerriers dans des temples majestueux gardés par des monstres de pierre. Leurs astronomes calculaient avec précision la course des étoiles. Et leurs savants avaient inventé un système d'écriture très sophistiqué. Ils étaient soumis à des rois tout-puissants qui procédaient à de sanglants sacrifices humains sur les pyramides. Pourtant, par la suite, les traces écrites ont disparu et les lieux de culte ont été abandonnés. Quelle a donc été la cause de la chute subite de l'Empire des Mayas ? La première ville maya découverte par les Européens fut Tulum. À partir de ce port de commerce florissant, des marins courageux traversaient la mer des Caraïbes jusqu'au lointain rivage de la Colombie. Le temple du dieu du vent servait de repère aux marins qui rentraient au port et les guidait à travers les dangereux récifs de corail qui bordent la côte. Mais lorsque les conquérants espagnols débarquent sur les rivages du Yucatan, ils rencontrent des indigènes qui vivent dans de simples huttes au milieu des vestiges. Depuis des siècles, les grandes métropoles n'étaient plus qu'un amas de ruines. L'empire des Mayas s'étendait sur un vaste territoire que se partagent aujourd'hui plusieurs États, le Honduras, le Guatemala, le Mexique et le Belize. Il comptait 20 millions d'habitants. Les villes étaient des représentations du cosmos, orientées par rapport au mouvement des étoiles. Les grandes places symbolisent la mer des origines, au-dessus de laquelle s'élèvent les pyramides, telles des montagnes sacrées où résident les ancêtres et les divinités. Dans ce centre voué aux cérémonies vivait l'élite qui détenait le pouvoir. Le peuple logeait aux alentours dans de simples huttes. La foule envahissait les grandes places seulement les jours de fête. Tout cela a été enseveli par la jungle. Un voile d'énigmes quasi insolubles, tel un sortilège, va entourer pour longtemps cet univers tropical de l'Amérique centrale. Pendant un siècle, savants, explorateurs et aventuriers parcourent sur de fragiles canoës les fleuves impétueux de la forêt vierge et se fraient un chemin à travers la jungle. Leur but ? Percer le secret de l'empire oublié des Mayas. L'un de ces pionniers est un photographe, Theobert Mahler. En 1884, à 43 ans, cet Allemand commence à explorer la jungle. Ses expéditions durent de longs mois et il va traverser des régions jusqu'alors inconnues. Ici, le fleuve Usumacinta sépare aujourd'hui le Mexique du Guatemala. Ni la malaria, ni les averses diluviennes de la saison des pluies ne l'arrêtent dans ses entreprises. Les vestiges du passé sont recouverts par l'indomptable végétation tropicale. Derrière elle, on entrevoit des dessins étranges. Les signes d'une écriture que Mahler est incapable de déchiffrer. Mais il pressent que ces signes contiennent la réponse à ces questions. Qu'est-ce qui a causé ce déclin ? Une guerre, une épidémie ou bien une catastrophe climatique? Au
Aucune jungle n'est assez impénétrable, aucun chemin assez dangereux pour empêcher notre explorateur de s'aventurer, en compagnie de guides indiens, vers des ruines encore inconnues. Mahler se consacre à cette quête dont il a fait le but de son existence, découvrir le secret du monde englouti des Mayas. Souvent, il faut à ces hommes des journées entières pour dégager à la machette les pans de murs d'un bâtiment antique. Ensuite, il faut attendre patiemment que le soleil soit dans la position voulue pour obtenir le meilleur éclairage. Une troupe de soldats est censée protéger le photographe, mais pour Mahler, ils sont surtout des figurants, commodes pour donner l'échelle des objets qu'il prend pour motif. Des décennies durant, Mahler va sillonner une région immense, dont les cartes resteront longtemps incomplètes. Il franchit la frontière invisible vers le Guatemala et s'enfonce toujours plus profondément dans la jungle du Petén, sous la menace constante des bêtes féroces et des maladies tropicales. C'est ici que se trouvait autrefois le centre florissant de l'Empire Maya. Au-dessus des cavaliers, dans les arbres géants, se cachent les araguatos, les singes hurleurs que les Indiens considèrent comme sacrés. Grâce à ses guides, Mahler découvre les secrets de la forêt vierge. Il le sait désormais, partout ici, des bâtiments très anciens sont cachés sous la végétation. Enfin, la troupe atteint les ruines de la ville de Tikal. Au sommet de la pyramide, dans des chambres secrètes, se déroulaient de mystérieuses cérémonies. Les drogues et les sacrifices sanglants permettaient de se rapprocher des dieux. Au centre de Tikal se trouvaient 5 immenses ensembles de temples et 3 palais. Un réseau de rampes et de rues conduisait aux places publiques. À son apogée, la ville comptait 70 000 habitants. Des citernes se remplissaient durant la saison des pluies et assuraient l'approvisionnement en eau potable. L'ensemble de la vie publique était régi par le calendrier. Les rois érigeaient des stèles pour commémorer les dates qu'ils estimaient importantes, comme leur anniversaire ou le jour de leur accession au trône. Pendant très longtemps, personne n'a pu en déchiffrer le code, et ces monuments ont donné lieu aux spéculations les plus fantaisistes. Cette stèle montre un souverain tel que le peuple pouvait l'observer lors d'une danse rituelle au sommet de la pyramide. Son collier est fait de boules de jade. Sur la tête, il porte un énorme masque de divinité couronné par une plume de l'oiseau Quetzal. Seules les pierres sont restées. Teoberto Mahler, comme il se fait appeler désormais, prend quartier dans une ruine bien conservée qui sera baptisée plus tard le Mahler's Palace. Sur un pan de mur à l'entrée, il a gravé son nom et la date de ses visites. 1898 et 1904. L'explorateur travaille sans relâche. Il ne fait pas seulement des photos, mais réalise aussi de nombreux dessins et prend des mesures. Bâtiments, pyramides et sculptures, voilà un domaine où ses études d'architecture lui sont d'un grand secours. Plus il découvre des bâtiments, plus il admire leurs constructeurs, qui ont érigé tout cela sans aucune notion de statique, sans animaux de trait et sans connaître la roue, soumis en permanence aux impitoyables conditions naturelles qui règnent sous les tropiques. Quel spectacle pouvait-on contempler à Uxmal lorsque le peuple, au milieu d'épais nuages d'encens, observait en retenant son souffle les cérémonies du souverain sur la pyramide dans le vacarme assourdissant des tambours et des trompes.
Et lorsque des hommes, portant le masque du dieu de la pluie, des vêtements somptueux et des ornements de plumes, traversaient la cour du palais pour célébrer par des danses orgiaques les dates sacrées du calendrier. L'imagination de l'explorateur le ramène 1000 ans en arrière. À Uxmal fut développé un nouveau style architectural. La complexité dans la construction des façades est considérée comme la plus grande prouesse des ingénieurs indiens. Mais lorsque Teoberto Mahler arrive au Mexique, seules quelques-unes des ruines recouvertes par la végétation ont été cartographiées. C'est à dessein que les indios dissimulent aux étrangers les vestiges laissés par leurs ancêtres. Pour recueillir des informations sur les bâtiments cachés, l'explorateur utilise une méthode simple mais efficace. Il interroge tous les indigènes qu'il croise sur sa route. Il leur demande s'il y a une ruine à proximité, ou du moins des pierres taillées restées à l'abandon. C'est ainsi qu'il retrouve et étudie 33 des plus importants sites mayas. En décembre 1893, il note dans son journal « Dans la direction d'Uxmal se trouve une grande ville en ruine nommée Chtipché, sur laquelle j'avais recueilli des informations embrouillées et contradictoires qui m'ont incité à vérifier ce qui pouvait bien exister à cet endroit. » Parmi les champs de ruines que Mahler va découvrir et photographier, beaucoup retomberont dans l'oubli au cours des décennies suivantes, jusqu'à ce que des explorateurs contemporains retrouvent ces traces et voient leurs recherches couronnées de succès. À nouveau, il faut dégager des bâtiments recouverts par la végétation. Des archéologues de l'université de Bonn explorent les ruines de Chtipché. Leur découverte éclaire le destin des habitants de la ville. Une richesse croissante entraînait une expansion continue de la cité. Au centre de la ville, des travaux de constructions importants avaient été engagés. Et soudain, plus rien. Un mystère. L'une des conditions essentielles pour s'installer dans cette région, c'était l'approvisionnement en eau. D'une part, il n'y a pas d'eau de ruissellement, et d'autre part, les nappes phréatiques se trouvent à plus de 70 mètres de profondeur. Les gens étaient donc obligés de creuser des citernes, comme celles que nous voyons ici, et il en existe un grand nombre à Chtipché. Cette situation impliquait un grand danger pour la population. En cas de sécheresse, la base même de leur survie n'était plus assurée au bout d'un laps de temps relativement court. Mahler lui-même ne cesse de s'étonner du manque d'eau. Tous les ans, durant les 5 mois de la saison des pluies, un déluge s'abat des cieux tropicaux et transforme la terre en un jardin d'Éden. Mais le sol karstique de la péninsule du Yucatan est poreux et il absorbe très rapidement toutes ces masses d'eau. Voilà pourquoi il faut des systèmes de réservoirs très sophistiqués et implorer le dieu de la pluie pour survivre aux 7 mois de la saison sèche. Les représentations de Shak, le dieu de la pluie, sont omniprésentes dans les ruines de la cité de Chichén Itzá. Son nez de serpent orne de nombreux édifices. On peut donc soupçonner que la ville souffrait d'une pénurie en eau. En mesurant de façon précise les temples et les palais de Chichén Itzá, l'architecte Teoberto Mahler est particulièrement fasciné par la mystique des nombres et leur signification. C'est ainsi que chacun des 4 escaliers de la pyramide de Kukulkan est fait de 91 marches. En tout, il y en a 364. S'y ajoute une marche à l'entrée du temple, située sur le faîte. On retrouve donc exactement le nombre de jours d'une année. Ces 9 plateformes correspondent aux 9 niveaux du monde souterrain, tels que le décrivent les mythes mayas.
Cette pyramide est une montagne sacrée. L'architecture y est le prolongement de la nature. Elle reproduit l'ordre du monde. Les dimensions des bâtiments étaient en relation avec la course des corps célestes. Un édifice spécial permettait de les observer. Dans cet observatoire antique, les fentes des ouvertures étaient disposées en fonction de points astronomiques. Ainsi, au moment de l'équinoxe, on pouvait observer le coucher du soleil avec précision. Les astronomes de Chichén Itzá avaient aussi calculé le temps de révolution de Vénus, avec une erreur de seulement 14 secondes par an. Pour ce qui est du mois lunaire, l'écart dans leurs calculs n'était que de 23 secondes. Comment une telle précision, aujourd'hui inexplicable, était-elle possible? Dans leur chronique, les conquérants espagnols mentionnent l'existence des milliers de codex qu'ils trouvèrent en arrivant au Mexique. Les missionnaires confisquèrent les textes sacrés des Mayas, considérés comme l'œuvre du diable, et les brûlèrent. Pour la seule année 1562, l'archevêque du Yucatan, Diego de Landa, envoie au bûcher 27 manuscrits. Le fanatisme des moines franciscains ne connaît pas de limite. Seuls 4 textes échapperont à la destruction. L'un des 4 livres qui nous sont parvenus est conservé dans la salle des incunables de la bibliothèque du Land de Dresde. Les savants indiens y avaient consigné ce qu'ils savaient. Lorsqu'on le déplie, l'ouvrage fait plusieurs mètres de long. C'est un trésor pour les bibliophiles. Andreas Fools, historien de l'astronomie, décrypte les représentations religieuses des Mayas telles que le Codex nous les a transmises. Il craignait que des forces cosmiques incontrôlables dévorent une fois pour toutes la Lune ou le Soleil et détruisent ainsi l'univers. Les corps célestes incarnaient des dieux bienveillants ou implacables, et il fallait donc calculer leurs mouvements pour pouvoir se protéger d'eux. La capacité de prévoir exactement les éclipses, perçue comme dangereuse, était le fondement du pouvoir de la caste des nobles qui dominait le peuple ignorant. Mais que se passait-il si les calculs, un jour, se révélaient faux? Si la fureur des cieux ne se laissait pas adoucir et si l'on perdait tout contrôle sur les forces naturelles? Si le funeste présage des inscriptions s'accomplissait vraiment, si le monde perdait son équilibre et l'élite régnante son pouvoir ancestral. Le peuple de Chichén Itzá était particulièrement belliqueux. Ses temples glorifiaient la guerre et la caste des guerriers avait pris la place du roi. Chaque, l'insatiable dieu de la pluie, exigeait sans cesse de nouveaux sacrifices humains. Tandis que les cultes se déroulaient sur la plateforme supérieure des temples, les cœurs des sacrifiés flottaient dans des bassins au pied des figures de pierre. Pour s'assurer de la bienveillance du dieu, on jetait aussi les prisonniers, les mains attachées, dans le grand puits sacré, comme en témoignent les découvertes des archéologues. Une expédition de spéléologues cherche à savoir si les sacrifices humains destinés au dieu Shak étaient monnaie courante et si on infligeait surtout à des vierges cette mort atroce par la noyade. Une équipe d'archéologues mexicains tente une aventure hasardeuse. Pour atteindre le niveau de l'eau, il faut descendre de 18 mètres par cet orifice étroit. Adelante, hacia abajo. Primero hacia arriba tantito y luego vamos hacia abajo. La péninsule du Yucatan est une sorte d'éponge, creusée d'énormes cavités et de canaux étroits.
Les cénotes, des entonnoirs karstiques remplis d'eau, donnent accès à ce monde souterrain. Au-dessous des cénotes se cachent souvent d'immenses réseaux de grottes. Une règle essentielle dans la grotte, se déplacer au ralenti, afin de ne pas soulever les dépôts extrêmement légers dont le sol est recouvert, qui peuvent empêcher les plongeurs de s'orienter en les privant de toute visibilité. Ces risques n'ont pas été courus en vain. Le sol rocheux est couvert de centaines de crânes et d'ossements datant de l'époque des Mayas. Cette découverte ravit les plongeurs. Nous avons découvert des restes humains dans les puits naturels appelés cénotes. Certains ont été simplement jetés, d'autres ont probablement été enveloppés dans des couvertures, lestés avec des poids. D'autres encore ont été décapités. C'étaient sans doute des victimes de sacrifices. On peut en déduire que ces puits naturels faisaient non seulement office de cimetière, mais également de lieux d'offrande très importants. Les plongées effectuées dans la cénotes aux têtes de mort apportent un témoignage sur les rituels violents d'une époque qui paraît abominable d'un point de vue contemporain. Une époque où les hommes étaient livrés sans défense aux forces naturelles et croyaient que le seul moyen de vivre en sécurité était de sacrifier ce qu'ils avaient de plus précieux, le sang et la vie humaine. Selon certaines légendes, les puits naturels iraient de pair avec les sacrifices de jeunes filles vierges. Mais nous avons trouvé aussi bien des squelettes d'hommes que de femmes âgées de 20 à 30 ans. Il ne s'agissait plus d'adolescents. Cette découverte vient contredire la théorie selon laquelle seules les femmes faisaient l'objet de sacrifices. Les grottes, aujourd'hui encore, sont des lieux hautement sacrés pour les Mayas. Durant de nombreux millénaires, ils y sont descendus pour apporter des sacrifices aux dieux. Les lointains ancêtres des Mayas utilisaient les cavités creusées par l'érosion dans le sous-sol de la forêt vierge comme pièges pour les animaux. Ils y capturaient des jaguars et des tatous géants. À l'Oltoun, il a fallu 170 000 ans pour que se forment ces monumentales colonnes de calcaire. Dans ces grottes profondes, les Mayas voyaient l'entrée de Xibalba, le royaume des morts. Selon leurs croyances, chaque mort devait passer par ces lieux de terreur pour expier ses fautes et pour avoir une chance de ressusciter après de longs combats et de longues souffrances, si toutefois les seigneurs des ténèbres le laissaient passer. Les hommes de l'âge de pierre ont laissé sur les parois rocheuses l'empreinte de leurs mains noircies au charbon, sortilège pour la chasse ou culte des ancêtres. Le masque à demi effacé du dieu de la pluie atteste lui aussi que cet endroit n'était pas voué aux réjouissances. Les prêtres rois célébraient des rituels secrets dans le monde caché des grottes. Ils se mettaient en état de transe grâce à des poisons végétaux et à des sécrétions de crapauds. Ils croyaient pouvoir ainsi entrer en contact avec les âmes de leurs ancêtres. Sous l'emprise des drogues, ils voyaient des vampires, des insectes géants et des jaguars aux dents acérées. À l'époque de cette orgie de violence, cette étrange figure divine acceptait avec joie le crâne d'un homme qu'on lui sacrifiait. Au nord du Guatemala, on croirait que la forêt vierge est infinie, comme il y a 100 ans, lorsque Teoberto passa par ici. Aujourd'hui, on y accède en hélicoptère. Richard Hansen est un archéologue réputé. Les pyramides de son champ de fouilles sont parmi les plus grandes d'Amérique. Mais elles sont encore recouvertes par une jungle épaisse. El Mirador était autrefois une riche métropole, bien longtemps avant Jésus-Christ. À présent, Hansen se bat pour préserver ces ruines quasiment inexplorées.
Des voleurs d'objets d'art et des contrebandiers de bois menacent la dernière forêt vierge d'Amérique centrale. Hansen mène une véritable course contre la montre pour sauver les trésors irremplaçables. La stèle 2 sur le site El Mirador est l'un des monuments les plus fascinants que nous ayons découverts. Elle comporte un bas-relief d'une divinité maya, l'oiseau céleste Itzamye. Je n'avais pas vraiment fait attention à ce panneau, jusqu'à ce qu'une nuit je l'éclaire avec ma lampe de poche. Je me suis aperçu qu'il y avait un texte délicatement gravé sur le côté. Il s'agit de l'un des textes les plus anciens dont nous disposions. Il comporte des éléments phonologiques dont nous n'avons pas encore saisi le sens, mais ils indiquent que les Mayas avaient recours à l'écriture afin de donner une légitimité à leur pouvoir et de se rapprocher des dieux. Nous sommes dans les pièces supérieures de la structure 34, l'une des immenses bâtisses d'El Mirador. Lors des fouilles, nous avons mis au jour de la poterie datant de l'époque préclassique, ce qui indique que cet endroit a été laissé à l'abandon pendant plus de 2000 ans. Il n'y a pas que ce bâtiment, c'est toute la ville qui a été désertée. Il y avait ici des plateformes, des palais, de grandes places, ainsi que des pyramides. El Mirador reste un lieu enchanté. Partout, des orchidées poussent sur les ruines. Et la nuit, des jaguars passent en silence près du mur de l'immense pyramide que l'on a du mal à reconnaître, même en plein jour. Cette pierre, qui provient d'un mur de la pyramide Ladanta, peut être une des causes de la chute de la civilisation maya. Les premiers Mayas auraient placé ce type de pierre dans le sens de la longueur, pour profiter au maximum de la surface de la pierre. Mais en fin de période préclassique, ils l'ont mis dans le sens de la largeur. Il faut donc un nombre de pierres bien supérieur pour obtenir un mur de la même surface. Il n'y a aucune raison à cela, à part qu'ils pouvaient se le permettre. Le mur ainsi érigé nécessitait donc plus d'hommes et plus d'heures de travail. Et il s'agit de l'une des plus grandes pyramides au monde. Pendant très longtemps, les Mayas ont exploité au mieux les ressources de la nature tropicale. Richard Hansen en a trouvé les preuves. La civilisation maya a évolué grâce aux richesses agricoles tirées des bajos, ces dépressions marécageuses. Nous l'avons appris par les fouilles réalisées ici. Les cultures en terrasse des Mayas retenaient l'humidité jusqu'au cœur de la saison sèche. Dans ces jardins suspendus, on cultivait l'avocat, le piment et la tomate. Un système efficace tant que tout allait bien. Teoberto Mahler s'est mis à la recherche des Indiens Lacandon. Voici des centaines d'années, leurs ancêtres se sont réfugiés dans la jungle afin d'échapper aux conquérants espagnols. Mahler espère recueillir auprès d'eux des informations sur des ruines encore inconnues et sur leurs croyances traditionnelles. Sa visite dans un village indien se déroule de façon très pacifique. On échange des présents. Mais il ne ramène aucune révélation sensationnelle sur des cités disparues, et pas davantage de connaissances ancestrales. En revanche, il est l'un des premiers visiteurs à décrire de façon véridique la vie quotidienne des Lacandon. Ces derniers souffrent de maladies congénitales dues à la consanguinité. Mais Mahler se rend compte également que leurs rites religieux se rattachent à l'époque lointaine de leurs ancêtres. Les jours de fête, les hommes se rassemblent pour la cérémonie du breuvage. Les coupes remplies d'encens sont allumées, afin que leur fumée imprègne la hutte d'une force magique. Pour chacune des nombreuses divinités, on a préparé un récipient de terre cuite qui recevra les offrandes. Le parfum que dégage en brûlant la résine pomme
ou encore la mélopée de la prière adressée au dieu de la pluie, tout cela semble surgir d'une époque depuis longtemps révolue. Chaque expédition sur le rio Usumacinta est une aventure dangereuse. Des rochers aux arêtes tranchantes se cachent au milieu des rapides, et on risque la collision avec des arbres pesant plusieurs tonnes, emportés par les flots. Le voyageur doit s'en remettre à l'habileté et à la mémoire des bateliers. Comment Mahler a-t-il réussi, durant toutes ces années, à transporter sans dommage son fragile matériel photographique à travers ces flots en furie et à le préserver de l'humidité tropicale? Arrivé à Yaxchilan, le voilà tout d'abord devant le temple du roi Oiseau-Jaguar. Chacune des 3 entrées est ornée de l'image du puissant souverain. Sur les sculptures à peine dégagées, Teoberto Mahler découvre des traces de couleur. Aujourd'hui, elles ont disparu. Dans une niche située derrière l'entrée du milieu, se dresse une statue du roi Oiseau-Jaguar. Assis en tailleur, coiffé d'un grand casque de plumes, il dirigeait autrefois son regard en direction de l'est, au-delà de la grande place. La statue était orientée très précisément de façon à pouvoir regarder le lever du soleil lors du solstice d'été. Mahler découvre que l'on fait encore des sacrifices devant la statue. Pour les Indiens de la forêt, le roi était devenu un dieu, comme il l'affirmait lui-même autrefois dans des hiéroglyphes raffinés. Le photographe utilise un appareil très moderne pour son époque. Un nouveau support photosensible est apparu récemment en Europe, des plaques de gélatine souple. Sans cette invention, le travail de Mahler n'aurait pas été possible. Les marches du temple sont ornées d'images d'hommes jouant avec une balle. Il ne s'agit pas de sport, mais d'un rituel horrible. Un prisonnier, attaché à une boule de caoutchouc, était précipité du haut de l'escalier. Par de telles exécutions, le roi voulait réaffirmer son droit à l'autorité absolue. Une stèle le montre en protecteur de la ville. Il paradait fièrement, orné des plus riches couleurs, comme le note Mahler. Au tournant du siècle, s'aventurer dans les régions reculées du Mexique et du Guatemala est une entreprise dangereuse, mais pas uniquement à cause des animaux sauvages ou des obstacles naturels. Les bandits sont une menace constante pour les biens et la vie des voyageurs. Néanmoins, Don Teoberto parvient sans encombre jusqu'à Palenque. Les édifices et les monuments de cette ville en ruine s'offrent au regard de l'explorateur, surgissant de la jungle épaisse, dans une majesté muette. Mais leur sens et leur destination première restent encore un mystère pour lui. Qu'est-ce qui a bien pu vider cette cité de sa population? La guerre, la faim ou la peste? Mahler était persuadé que la réponse était inscrite sur les monuments eux-mêmes, mais il était incapable de la déchiffrer. Une population inventive et raffinée avait créé un joyau d'urbanisme sur ces collines où s'étageaient les terrasses. La tour du palais royal servait sans doute à l'observation des étoiles. Car à Palenque comme ailleurs, la science des astres était un instrument de domination. Le bâtiment qui jouxte le palais restera longtemps un mystère pour les archéologues. Impossible de déterminer à quoi servait cet escalier extérieur monumental qui menait aux pièces d'apparat situées au sommet. Étonné, perplexe, Mahler examine les voûtes. Il ne peut décrypter les signes qui racontent la vie glorieuse des héros. Il ne se doute pas que dans les profondeurs de la pyramide,
au bout d'un escalier effondré, se trouve une chambre secrète. Là, caché sous un masque mortuaire de jade, au milieu de ses trésors, repose le plus grand souverain de Palenque, le roi Pakal. La ville avait connu un âge d'or sous son règne, et ses hauts faits lui avaient donné un charisme qui a perduré jusqu'à nos jours. Il correspondait parfaitement à l'idéal du puissant roi guerrier. Il pouvait se glorifier de ses nombreuses victoires dans de longues inscriptions. On racontait aussi comment il humiliait ses rivaux faits prisonniers et les sacrifiait aux dieux. Leur tactique préférée consistait à procéder à des attaques éclairs menées par des troupes spéciales de type commando afin de capturer les dirigeants des villes ennemies. Ils privilégiaient ces attaques aux grandes batailles, ces dernières étant destinées à ravager les villes. Nous sommes parvenus à cette conclusion pour la simple raison qu'aucune trace de destruction dans la ville ne vient confirmer l'hypothèse d'une guerre, et ce jusqu'à la fin de la période classique. À Palenque, les symboles de la mort ont toujours occupé une place bien visible. Depuis son temple, le dieu des morts pose un regard menaçant sur la ville, tel un funeste augure du destin terrible auquel elle est promise. À Potsdam, dans la chambre froide du Centre de recherche géologique, est conservé le matériau recueilli par le navire scientifique Joydes Resolution, des carottes de forage prélevées au fond de la mer des Caraïbes. Le professeur Gerald Haug espère en tirer des informations sur le climat d'autrefois. Le chercheur prépare la carotte avant de l'analyser par la méthode de la thermoluminescence. Ces données biochimiques sont très pertinentes par rapport à l'ensemble de la région, donc aussi pour l'ancien territoire des Mayas. Et nous pouvons dater très précisément 3 périodes de grande sécheresse entre 750 et 900 après Jésus-Christ. Cet appareil est capable de radiographier des échantillons de sol vieux de 1000 ans et d'en déterminer les composants. Il procède par fines lamelles de 2 mm d'épaisseur, dont chacune représente 5 mois d'histoire du climat. Nos résultats correspondent parfaitement avec les datations des archéologues au sujet de la disparition de la culture maya. On pourrait donc établir un rapport plausible entre la sécheresse et cette disparition. Les résultats d'analyse le prouvent. Pendant un millénaire, la sécheresse a sévi dans la région. Elle est survenue de manière si soudaine que la population a été prise totalement au dépourvu. À Palenque, Alfonso Morales est en quête d'une découverte archéologique sensationnelle. Ces tombeaux royaux figurent parmi les plus grandioses. Ils recèlent des peintures murales, des jades et des céramiques datant de la période classique. L'archéologue voit les résultats de ces fouilles confirmés par les analyses des sédiments marins. Il y a bien eu une catastrophe. Selon l'hypothèse la plus probable, un désastre agricole aurait engendré des problèmes de sous-nutrition au sein de la population de Palenque. Il y aurait eu une période de sécheresse dans la région, pendant laquelle la production de maïs n'aurait pas suffi à alimenter les habitants. La plupart d'entre eux a dû quitter la région. Le maïs était la base de l'alimentation des Mayas, et il en va de même aujourd'hui chez leurs descendants, les Lacandon. Mais cette plante présente de gros inconvénients. Elle est extrêmement gourmande en eau, et ses graines ne peuvent être conservées suffisamment longtemps, d'où pénurie lorsqu'une récolte est anéantie par la sécheresse. Le lac de Petech-Batoun au Guatemala est un paradis pour les animaux rares. Il y a 1000 ans, ici, c'était la sécheresse.
et une lutte sans pitié pour la survie. Même pendant la saison sèche, les voies d'accès à Dos Pilas et à Aguateca sont difficilement praticables. Une équipe internationale d'archéologues reconstitue les derniers jours de ces deux métropoles mayas afin de savoir pourquoi elles ont quasiment disparu. Souvent, il faut employer les techniques les plus brutales pour dégager le tracé des rues prestigieuses d'autrefois. À présent, les édifices d'Aguateca sont dégagés et révèlent une triste histoire de décadence et de destruction aux archéologues. La nature tropicale a repris ses droits. Les animaux de la jungle peuplent les temples et les palais désertés. Une image de l'éphémère. À Dos Pilas, le commencement de la fin se situe en l'an 761, au moment où des vassaux de la cité de Tamarindito se révoltent, capturent le souverain et le mettent à mort. Au milieu du 8e siècle, les habitants cessent toute construction, toute production de céramique et se barricadent dans la ville. La région est exsangue. Par-dessus l'escalier du temple, avec sa décoration raffinée, on érige un mur grossier qui semble être une construction défensive. Les ressources se raréfiant, les guerres deviennent de plus en plus brutales. Les textes en hiéroglyphes ne mentionnent pas moins de 100 batailles entre 28 villes. À la suite de quoi, la caste dominante est dépouillée de tout prestige. Le peuple a perdu la foi. L'état de ces hiéroglyphes est révélateur. Les tailleurs de pierre avaient tout préparé, et puis soudain, il n'y a plus rien eu à raconter. Les ennemis qui menaçaient Dos Pilas devaient être fort puissants pour que les habitants de la ville construisent un système de défense aussi élaboré. Cette ancienne muraille maya a été bâtie par la population dans le but de protéger la ville des attaques incessantes. Ils ont construit ce canal qui en hiver transforme la ville en île. On voit ici la quantité de pierres qu'ils ont dû amasser pour achever cette construction. Voilà comment ce lieu a pu devenir une île fortifiée pendant toute cette période. Les habitants détruisent eux-mêmes leurs temples et leurs palais pour construire des fortifications avec les pierres ainsi récupérées. Après le départ de l'élite, une partie de la population semble être restée ici. On le voit au fait qu'une partie des murs de défense ont été percés, ou bien que l'on a aménagé des habitations dans des pièces d'apparat, comme celle où je me trouve, en y ouvrant des portes, comme ici, sur ce mur grossier. Au début du XXe siècle, Teoberto Mahler ne connaît pas encore les raisons de la catastrophe. Mais lors de ses explorations, il en voit partout le résultat. En l'absence d'une élite éduquée, la relation à l'art et à la culture s'est complètement perdue. Les règles complexes du calendrier et de l'écriture ont été oubliées. Le photographe veut restituer à la conscience de l'humanité les témoignages du monde disparu des Mayas. Peu importe si les efforts déployés pour chaque cliché sont énormes. Souvent, Mahler fait construire avec des branches un échafaudage instable pour atteindre la hauteur nécessaire avec son lourd trépied. Ensuite, il faut attendre un instant que le vent cesse complètement afin que l'appareil ne bouge pas durant le temps de pause, encore très long à l'époque. Chaque fois, les ruines doivent être préalablement débarrassées de la végétation qui a tout recouvert, et de lourds blocs de pierre doivent être remis dans leur position d'origine. Note dans son journal. Il a fallu de grands efforts pour redresser cette stèle pesant plusieurs quintaux et la débarrasser de la mousse qui la recouvrait. Ce n'est que la nuit venue que j'ai pu glisser dans la chambre photographique
la plaque de celluloïd recouverte de bromure d'argent. Lorsque Mahler photographie le portrait d'un homme barbu à Ceibal, l'officier en lui reconnaît immédiatement qu'il s'agit sans aucun doute d'un guerrier. Mais les archéologues persisteront longtemps encore à considérer ceux qui ont érigé ces stèles comme de beaux esprits pacifiques. C'est une profonde erreur, car l'univers des armes et du combat devient prédominant au royaume des Mayas. La guerre totale est déclarée, celle de tous contre tous. Dans les villes, sur des rangées de pieux prévues à cet effet, on plante et expose les têtes coupées des prisonniers. Les souverains mettent désormais toute leur ambition dans la course aux armements. La vie quotidienne est militarisée. Tuer pour ne pas être soi-même tué. La société tout entière est organisée en vue de la guerre. On observe les étoiles afin de déterminer le moment idéal pour les offensives. L'influence grandissante de la caste des guerriers affaiblit le pouvoir des rois. La civilisation maya se porte le coup fatal. Nous nous trouvons à environ 10 mètres au-dessus de la grande place, sur la structure 34. C'est une plateforme avec 3 bâtiments sur son sommet. Dans le bâtiment central, il y a un large escalier préclassique, fait de grosses dalles, recouvertes de plâtre. Les rois, les nobles, toute l'élite de la société se réunissaient dans ces pièces au sommet du bâtiment afin de procéder à leur rituel. Des deux côtés de l'escalier, nous trouvons des masques et des panneaux très élaborés, avec des pattes de jaguar en stuc. Ils portent tous les symboles de l'élite de l'époque préclassique. Cela nous montre que les Mayas utilisaient d'énormes quantités de stuc pour se représenter eux-mêmes, en indiquant leur nom, leur lignée, leur titre. Ils voulaient ainsi ressembler aux dieux. On peut dire qu'ils puisaient allègrement dans leur richesse pour asseoir leur autorité et prouver leur puissance. De tels édifices monumentaux empiètent sur les terres agricoles qui entourent les villes. Les paysans sont refoulés vers les terres moins fertiles des collines. La base même de la richesse d'un royaume, la surabondance de nourriture, est compromise. C'est un véritable cercle vicieux. Pour obtenir des quantités suffisantes de calcaire, il a fallu déboiser. Toute la forêt que vous voyez là a été réduite en cendres pour extraire le calcaire. Cela a eu des conséquences dramatiques. Cela a provoqué la chute de la civilisation maya. Les zones marécageuses ont été envahies par l'argile provenant de l'érosion des collines déboisées. L'archéologie sous-marine, elle aussi, a retrouvé les traces de la grande catastrophe dans les grottes envahies par la mer. Le niveau des nappes phréatiques avait baissé de manière dramatique. Nous avons pu faire le lien entre les marques apparaissant sur ces murs et la grande sécheresse de l'an 800 après Jésus-Christ. Elle semblerait être à l'origine de l'abandon des villes dans cette partie de la péninsule. Ici, au premier étage du palais, on peut voir comment les activités de construction à Štipče se sont arrêtées. Les maîtres d'œuvre ont pu encore monter les murs jusqu'à une hauteur d'1,80 m. Initialement, une voûte était prévue, mais elle n'a pas été construite. Les souverains de Štipče n'ont pas été en mesure de terminer leurs édifices, ni de les protéger des pillages. Des événements comparables se sont produits au même moment dans toute la région. Apparemment, l'aristocratie locale avait disparu. Avait-elle été dépossédée de son pouvoir, chassée ou bien tuée? Teoberto Mahler ne connaîtra pas la réponse. Une fois de plus, il est revenu sur les rives de l'Usumacinta. Mais le climat tropical, les nombreuses maladies et la vieillesse qui approchent vont avoir raison de lui. Les épreuves endurées pendant 30 ans d'exploration dans la jungle n'ont pas été vaines. Il a réuni un ensemble de photographies, de dessins
et de plans d'une valeur inestimable pour les scientifiques. Mahler a découvert et exploré plus de 33 vestiges mayas parmi les plus importants. Il meurt en 1917 à Mérida, sa patrie d'adoption. Solitaire et amer, à ce que l'on dit. Sa tombe au cimetière de la ville est aujourd'hui introuvable.